participé à une dégustation, un dîner dégustation autour des vins de la maison Pierre Auvernois, ou la maison Houillon Auvernois maintenant, qui pour moi est un des summums de ce que le vin peut réaliser. J'avais eu l'occasion de visiter le domaine il y a un an. J'avais rencontré rapidement Pierre Auvernois, mais surtout j'avais passé du temps avec d'autres personnes, avec Emmanuel Houillon, qui est aujourd'hui la personne en charge du domaine. Là, nous sommes retrouvés à Paris autour d'un dîner dégustation qui couvre une une grande époque de cette maison, partant du début des années, la fin des années 70 jusqu'en 2000. Mais quand on dit 2000, c'est aussi une année de vendange, mais ça peut être évidemment beaucoup plus, puisque certains vins peuvent nécessiter jusqu'à 15, 16, 17 ans d'élevage avant d'être mis sur le marché. Donc là, finalement, nous étions sur 38 ans de la vie d'un domaine, et c'est assez impressionnant de pouvoir s'immerger dans ce monde-là, qu'est le monde d'une part des vins du Jura. Moi, j'adore les vins du Jura. Là, on est dans une maison assez particulière. Elle est presque symbolique de ce qui se fait aujourd'hui dans le Jura, dans le sens qu'elle a été en avance sur son époque, puisque pour plusieurs raisons. D'abord, une philosophie autour des vins houillers, hormis le vin jaune, qui d'ailleurs est très rare, mais aussi l'autre caractéristique, c'est l'adoption dans le milieu des années 80 des principes du vin nature, tels qu'ils avaient été enseignés par Jules Chauvet, et ensuite, on va dire, euh, réalisés avec des pionniers dans le Beaujolais. Donc, nous sommes effectivement aujourd'hui, en 2025, au cœur de la mouvance du vin nature, avec ses hauts et ses bas. Mais si on veut vraiment regarder le mouvement du vin nature au travers de figures comme Pierre Auvernois, là, on est réellement au summum de ce qu'on peut faire. Donc, on est sur des vins houillés à la bourguignonne. Il y avait des chardonnays, il y avait des chardonnays savagniens, il y avait du ploussard, comme on l'appelle à Pupillin, dans cette partie-là du Jura, donc en vin rouge. Il y avait aussi 4 vins jaunes, donc sous voile, qui allaient de 79 à 2000. Et quand on réalise effectivement que le 2000 est sorti en 2017, c'est de là d'où viennent les 38 ans d'une carrière de Pierre Auvernois, qui s'étend sur toute cette période-là, qui est assez phénoménale, bien qu'il continue encore à réaliser quelques cuvées rares. Mais aujourd'hui, c'est effectivement Manu Houillon qui est à la tête du domaine. Bien, alors, par où commencer? Ben, on va commencer par le commencement. Nous avons été reçus avec un apéritif qui n'était pas prévu au programme. C'était en Magnum, une cuvée Les Chétillons de Pierre Peters en 2012. Donc, c'est un champagne que je connais, que j'ai déjà goûté d'ailleurs lors d'une rencontre avec Rodolphe Peters il y a quelques années de cela, mais pas ce millésime-là, bien entendu. Là, c'est un millésime qui est sorti récemment. Alors, j'ai trouvé ce champagne avec une très belle acidité, très droit. Alors, une chose qui m'a un peu surpris, c'est, alors les bulles sont superbes, mais quand vous laissez le vin longtemps dans le verre, enfin longtemps, même 5-10 minutes, j'ai trouvé que les bulles avaient tendance à disparaître en fin de dégustation. Mais le vin est superbe. Ensuite, nous avons commencé par le programme, le premier plat qui accompagnait 2 champagnes qui étaient au programme. Donc là, on n'est pas chez Auvernois ni dans le Jura. D'ailleurs, la maison Auvernois ne fait pas de vin pétillant. Il y a d'autres maisons dans le Jura qui font des pétillants. Là, nous étions sur deux cuvées. Une cuvée de la Rogerie et une cuvée de Guillaume Sellos. Alors, la Rogerie, c'est un néodomaine qui est en train de faire parler de lui. Donc là, c'était intéressant de goûter cette cuvée-là, que j'ai trouvé vraiment superbe. Alors, comparer les deux couleurs était passionnant, parce que d'un côté, nous avions une couleur or très pâle, avec un nez pâtissier, une attaque agrumes, un côté herbe verte, même un peu basilic, et de l'autre côté, une couleur très dorée, assez foncée, avec un côté alors très légèrement oxydatif sur la noisette, mais à nouveau
alors en bouche très, très pâtissier et une énorme finesse. Deux vins très différents, mais très grands. Et là est arrivé un intrus, et cet intrus donc s'est installé à la droite de notre table dans un verre sur lequel il n'y avait pas d'étiquette, donc on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Et là donc nous avons essayé de deviner autour de nous ce dont il s'agissait. Alors nous étions sur au départ, moi je suis parti sur un vin de Chardonnay qui avait une légère réduction, même une très belle légère réduction. Et ensuite, nous sommes partis, quelqu'un a dit aligoté, puis nous sommes tous suivis et nous sommes enfoncés dans la brèche. Et c'est vrai que ça me faisait penser à un très bel aligoté de Bourgogne. Bah, figurez-vous, c'était absolument pas un vin de Bourgogne, c'était un Savagnin Chardonnay 50-50 de 2022 de la maison qui s'appelle Phelan Farms, Phelan comme Phelan Ségur, exactement la même orthographe. Et c'est un vin qui est dans la Central Coast de Californie. Je n'aurais jamais imaginé tomber sur un vin comme celui-là. En plus de le trouver dans un lointain cousinage, bah, les cépages sont quand même... on va retrouver d'ailleurs cet assemblage de Chardonnay Savagnin dans une cuvée un peu plus tard. Ensuite, nous sommes passés sur bah, les premiers vins que nous avons dégustés de Pierre Auvernois. Donc, un Pierre Auvernois, c'est-à-dire sans Emmanuel Houillon, et un Houillon Auvernois, ou Auvernois Houillon. Donc là, d'un côté, nous avions un Chardonnay de 1997. Donc, c'est un Chardonnay qui a 27 ans, presque 28 ans, et un jeune Chardonnay de 2016. Non, un Chardonnay Savagnin. Alors, les Chardonnays ont la cire blanche. Pour ceux qui sont habitués au vin d'Auvernois, la couleur de la cire veut tout dire, en fait. Et en général, les Savagniens sont de la cire jaune, classique, comme les vins jaunes. Et les Chardonnays sont cire blanche. Et là, nous étions sur une cire verte, qui est un Chardonnay Savagnin de 2016. Et là, mes notes, donc je vous dis, j'étais assez surpris par ces vins. Très surpris par la différence et le contraste entre le nez et la bouche. Par exemple, sur le Chardonnay 1997, en fait, on oublie que c'est un vin blanc, on ferme les yeux, on ne sait pas ce que c'est, on me pose le verre sous le nez et j'essaye d'imaginer ce que ça peut être et je partirai sur un vieux Bordeaux. Je parle du nez, pas du tout de la bouche. Mais dès lors qu'on le met en bouche, il y a un côté assez salin, il y a un côté amande plutôt fraîche, et puis une longueur interminable. Ce vin était absolument magnifique. Et j'ai du mal à le rapprocher d'un Chardonnay que je pourrais connaître même vieux de Bourgogne, des années 90, c'est tellement différent. Et ensuite, le Chardonnay Savagnin, un nez de Marsala, de vieux Marsala. Vous savez, ces vieux vins cuits italiens, une très belle acidité, même en bouche, un côté bouillon de viande, alors qu'on est sur le blanc, une très longue persistance, un peu de gras, et puis un côté pistache, et même, pour ceux qui en ont entendu parler, côté Dubai Chocolate. Très curieux, hein? En tout cas, un kaléidoscope. Ensuite, nous sommes passés sur le premier couple de vin rouge. Mais auparavant, je voudrais insister sur ce qu'on a pu jusque-là goûter en plat, parce que là, c'était assez exceptionnel. Nous avons goûté ce qu'on appelle les petits pois lagrima. Ce sont des petits pois qui ont la taille d'un gros œuf de saumon. On appelle lagrima parce que ce sont des larmes, ce sont des pois extrêmement fins, avec du caviar d'Aquitaine et une crème crue. Le mélange était absolument époustouflant. Sur les deux champagnes, bon, c'était un régal qu'on peut difficilement dépasser en termes de plaisir gastronomique. Et ensuite, sur les deux blancs de la maison Auvernois, nous avons goûté un turbo de ligne avec des salicornes d'asphalte verte, beurre blanc au cédrat et des algues douces. Un mélange extrêmement harmonieux qui allait de pair avec ce qu'on était en train
de déguster. Ensuite, pour les rouges, nous sommes passés sur des légumes printaniers avec des fraises. Alors les fraises venaient bien rappeler ce côté fruit rouge légèrement acidulé qu'on retrouve dans les deux vins rouges que je vais commenter, et un velouté de petits pois. Alors c'est des petits pois plus classiques. Donc là, sur les rouges, mes notes. Alors, il y avait un 1990 et un 1996. Donc deux vins rouges 100% Ploussard, qui est le cépage majeur. Il y a le Trousseau aussi, le Pinot Noir. Mais disons que le Ploussard ou le Poulsard, ça dépend où vous êtes dans le Jura. Mais à Pupillen, sur Auvergne-Noir, vous êtes sur du Ploussard. C'est exactement la même chose. Donc le 1990 et le 1996. Alors 1990, une couleur plus rouge, le 96 était plus tuilé, assez curieusement, si on veut comparer les deux. Dans le Ploussard 90, on était vraiment devant un nez de vieux Vega, étonnamment, avec une légère réduction. En bouche, là, c'est de la framboise, et puis une bouche d'une gourmandise qui rappelle certains, je pèse mes mots, certains grands crus de Bourgogne. Ensuite, sur le Ploussard 96, donc cette couleur un peu plus tuilée, mais une bouche plus jeune, un peu plus fermée, mais rappelle aussi les vins de Jean-Yves Bizot. Peut-être un tout petit peu plus animal, mais à peine. C'était vraiment super. Ensuite, nous sommes passés sur d'autres vins blancs, et là, c'était sur le cépage savagnin, le cépage emblématique du Jura, sur deux Savagnin différents, un de la maison Pierre Auvernois de 1998, donc c'est un Savagnin houillé, et de l'autre, les vignes de mon père, de Jean-François Caneva. Alors, ceci est une cuvée très particulière, puisqu'il s'agit d'un Savagnin sous roche, qui est élevé pendant 130 mois dans des pièces de 600 litres, sans aucun houillage et sans formation de voile, juste sur les lits. Et le vin repose pendant 130 mois, vous imaginez. Donc c'est un vin vraiment à part, mais qui fait partie d'un des meilleurs vins blancs. Donc sur ces deux vins très différents, très différents, au point de vue des sensations, d'un côté, il y avait cet Auvernois de 1998, alors, qui est d'une jeunesse exceptionnelle. On a du mal à imaginer qu'il est déjà d'un autre siècle. Une précision millimétrée, très légèrement sur des fruits secs, mais une grande fraîcheur en bouche. Et ensuite, en face, ce Ganva qui m'évoquait presque une tarte au citron, avec ce côté légèrement acidulé, très gourmand, le côté très gourmand d'une tarte au citron meringuée, et avec une grande gourmandise, bien entendu, donc en bouche. Cela était accompagné par un homard bleu en deux services, donc une queue de homard poêlée, et puis des raviolis farcis au homard. Magnifique accord, une fois de plus. La cuisine de Benjamin Antony était au diapason avec ses grands vins. De là, nous sommes passés au vin jaune, il y en avait 4, donc 2 par 2, les 2 plus anciens puis les 2 les plus récents. Donc les 2 les plus anciens qui sont donc des vins faits par Pierre Auvernois, en tout cas peut-être finis ou co-finis avec Manu Houillon, je ne sais pas dire, 79 et 86. Alors c'était intéressant parce que le passage au vin nature s'est fait, je crois, s'est opéré en 85. Donc on commence par un vin qui était encore à l'époque soufré, même si c'est très léger, mais il était soufré. Et le 86 qui n'est absolument pas, qui est un vin totalement, qui devait déjà être un vin totalement sans soufre. Donc 2 vins jaunes sur un rôti de poularde au mori au vin jaune et les pommes de terre rates. Probablement un des mariages avec le comté qu'on verra dans un instant, le plus fabuleux qu'on puisse imaginer sur un vin jaune. Donc on est dans du classique, mais du classique extrêmement efficace.
Sur le 79, donc une attaque alors, tout de suite d'une très grande puissance. On aurait presque dit qu'il était houillé. Alors j'aime bien la toute petite coquetterie de la bouteille, 63 centilitres. Donc 1 centilitre de plus que peut-être euh, la part des anges n'a pas réussi à capter. C'était, je ne sais pas si à l'époque le 102 n'était pas encore tout à fait standardisé, peut-être, mais en tout cas c'était un 63 centilitres. Un côté très légèrement fumé dans le vin, mais tout absolument magnifique. Et puis là, on était sur le 86, là, plus sur du vin jaune classique tel qu'on le connaît, avec cette puissance aromatique, euh, mais aussi le côté fruit sec, noix, assez puissant, qui déjà commençait à évoquer cette pâte qu'on peut trouver dans le comté, ce côté salin, cristallin et puissant qu'on trouve dans le comté. Et puis ensuite, nous sommes passés là sur du coup, sur du comté, du très vieux comté, je crois que c'était 40 mois ou quelque chose comme ça, de la maison Anthony, qui est une des grandes maisons qui fournit les grands restaurants en fromage assez exceptionnels. Donc là, c'était sur le duo 1999-2000. Le 1999 ressemblait quand même pas mal au 79, avec une trame peut-être un peu plus serrée que le 119 un peu plus aérien. Et sur le 2000, une attaque énorme, énorme. Là, vraiment, comté, texture, épices. Un vin, je ne sais pas si c'était peut-être le vin de la soirée. En tout cas, nous avons été assez bluffés par ce vin. C'était une merveille. J'avais déjà goûté le 1999. Là, j'étais content de goûter le 2000. En tout cas, c'est une chance énorme, je vous dis, hein, de goûter 4 vins jaunes. Déjà, un vin jaune, c'est très rare. Je parle de la maison Auvernois-Ouillon. Mais 4 vins jaunes en une soirée, je pense que c'est on va dire, un cadeau des dieux. C'est quelque chose de fantastique. Je vous souhaite à vous d'avoir cette chance un jour d'en goûter un ou plusieurs, si c'est possible. Et nous avons ensuite poursuivi donc la soirée avec des vins off. Et il y en a eu quelques-uns. Un premier qui était un vin du collectif qui s'appelle Envinate. C'était un vin galicien qui s'appelle Lousas. Et là, c'était donc Miguel Ancho et Envinate, un vin que j'ai beaucoup aimé, qui était énormément sur la cerise et le fruit, vraiment très immédiat, et qui arrivait bien après tout ce qu'on avait goûté. Et quelqu'un à table a fait ouvrir les caves Legrand, une bouteille magnifique, un Eceso, pardon, un Vaune Romanée, les Réa 2017 de Jean-Yves Bizot. Jean-Yves Bizot que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 3 reprises, dont dans ces mêmes lieux. Et là, donc, sur cet Eceso, c'était un miracle de merveille. Et c'est amusant parce que un des deux Ploussard, le plus ancien, je crois, de mémoire, nous avait fait penser à presque le 1990, un grand cru de Bourgogne. Là aussi, c'est pas un grand cru. L'Erea, c'est limite, je crois, premier cru, mais c'est un village, en tout cas, sur l'appellation. Et c'était magnifique, très très belle allonge, beaucoup de parfums, beaucoup de fruits, beaucoup de rondeur, aucune aspérité, un vin d'une grande fraîcheur. Et puis nous avons eu droit, toujours en off, à un vin totalement ovni, un coteau champenois rouge, donc 100% pinot noir, du jeune vigneron Jules Brochet, donc qui est de plus en plus réputé pour ses champagnes, pour ses vins de champagne, donc ses vins à méthode champenoise, mais aussi, je ne le savais pas,
donc sur une parcelle d'à peine une très 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 petite parcelle qui a été plantée en 1981. Cette petite parcelle qui représente à peine plus d'une ouvrée, donc c'est très petit, il fait sur ce lieu-dit qui s'appelle les Cumines, il fait une cuvée de Pinot Noir, donc des vignes qui ont une quarantaine d'années. Alors c'est très étonnant parce que c'était un vin presque de l'encre, qui pouvait même laisser imaginer que c'était absolument pas le Pinot Noir, parce que vu la couleur, la teinte qui était extrêmement forte, on n'aurait pas du tout imaginé que ça puisse être un Pinot Noir. Et ben c'était bien un Pinot Noir. Ben, honnêtement, je vous le dis, j'aurais jamais deviné à l'aveugle. En tout cas, c'était une très belle expérience de finir sur un vin totalement nouveau, d'une certaine façon. C'est une nouvelle cuvée, très rare aujourd'hui, très difficile à trouver. Je remercie les Caves Legrand déjà d'avoir tout organisé. Et puis surtout, nous sommes retrouvés un groupe restreint, un petit groupe, dans une salle intime, voilà, qui surplombait la galerie Vivienne, un endroit magnifique. Et toutes les personnes qui étaient là, c'était des personnes que j'avais déjà vues, que je connaissais de prénom, certains que je connais bien maintenant, qui sont même devenus des amis. Et puis la compagnie d'Arnaud Tronche, qui a l'art de mettre à l'aise tout ce petit monde de passionnés. Et notre soirée s'est étendue. Alors pour la petite histoire, il y avait une carafe de vin rouge qui traînait dans un coin. J'ai regardé, effectivement, c'était un Ploussard de 1996, comme celui que nous avons bu, sauf que l'équipe des caves a considéré que ce vin était pas tout à fait au niveau, donc l'a laissé de côté. Nous nous sommes amusés à le déguster en fin de soirée. Et finalement, ce vin s'est ouvert et était, ma foi, très beau, probablement différent de celui que nous avons dégusté pendant la soirée, alors qu'ils ont été ouverts exactement au même moment, comme quoi, d'une même cuvée, d'un même vigneron, deux bouteilles, après tant d'années, peuvent être assez dissemblables. En tout cas, c'est autour de ces quelques pépites et quelques vins rares, et puis ce Ploussard qui n'a pas fait le cut à table, si je puis dire, ben, nous avons, avec les quelques récalcitrants, nous avons achevé notre soirée euh, autour de discussions, une ambiance très sympa, et nous sommes quittés là-dessus, toujours avec cette impression qui reste en nous, d'avoir la première chose, c'est cette immersion dans le monde de Pierre Auvernois, et aujourd'hui avec Emmanuel Houillon. C'est un monde dans lequel, en général, on goûte une bouteille par-ci par-là, rarement plus d'une, parfois deux ou trois, mais là, autant de flacons, et je le rappelle, 4 vins jaunes, qui est probablement son vin le plus rare. Et puis, de l'autre côté, toute cette constellation d'autres vignerons, que ce soit en Champagne ou que ce soit même aux États-Unis, sur la côte atlantique espagnole, en tout cas, et la Bourgogne, bien sûr, qui est pas loin du Jura, a fait que cette soirée avait un caractère exceptionnel, d'autant plus exceptionnel que les gens autour de la table sont tous des passionnés, et il y a du cœur et de la passion dans notre manière de partager ces grands moments. Et finalement, on s'achète quelque part, on s'achète, façon de parler, un instant, une mémoire, et pas un vin. En fait, le vin est fait pour être partagé, ouvert. C'est beau une étiquette, c'est très beau une bouteille, mais à un moment donné, c'est du liquide et il finit par être liquidé. Et ce qui reste, ce sont ces moments de mémoire qu'on se garde pour soi et dont on reparle à l'occasion. Et je pense que cette soirée est à marquer d'une pierre blanche. Euh, voilà, c'est quelque chose de... Bon, je vous le partage comme je l'ai ressenti, et c'est avec plaisir que je reviendrai repartager des moments différents, tous uniques, avec vous sur ce canal. Et merci pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt.